Bonsoir et bienvenue dans l'invité. Alors, ce soir, je reçois Laurette Onkelings. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je dois dire Madame la chef de groupe du PS à la Chambre ou est-ce que je dois dire la présidente de la Fédération bruxelloise du PS? Est-ce que vous avez fait votre choix, Laurette Onkelings? Alors, rien qu'en posant la question, on voit bien que j'ai plusieurs fonctions. Oui. Et je pense que ce que veulent maintenant la population, c'est que on ne cumule pas comme ça différentes fonctions, que l'on puisse s'identifier à un rôle, une fonction. Et d'autre part, je trouve qu'il faut faire émerger de nouveaux visages au niveau politique. Des jeunes, des hommes et des femmes qui travaillent mais qu'on ne voit peut-être pas assez. Et donc voilà pourquoi j'ai décidé, de mon plein gré, comme on dit, de faire un choix que je trancherai certainement au mois de septembre prochain. Donc dans quelques jours, c'est ça que ça veut dire? Oui, c'est ça, parce que en même temps, Bruxelles, je l'adore, ça a vraiment été, c'est vraiment une histoire d'amour. Depuis que je suis arrivée d'ici, il y a une bonne quinzaine d'années, à Bruxelles, voilà, ça a été une belle histoire d'amour, ça l'est toujours à l'apothéose, où j'ai pu, avec tous les militants, faire en sorte que le Parti socialiste soit le premier parti à Bruxelles. D'un autre côté, ma fonction de chef de groupe, elle est très importante à mes yeux, parce que c'est notamment toute la défense de la sécurité sociale. Alors, c'est pas simple, hein. Faire un choix, c'est renoncer, mais je pense qu'il faut faire émerger de nouveaux visages. Donc vous ferez votre choix, mais on n'en saura rien aujourd'hui. On va voir si entre les lignes, on comprend déjà certaines choses. D'abord sur la crise. Au début de la crise déclenchée par Benoît Lutgen le 19 juin, vous étiez un peu présenté comme un recours possible. Vous aviez dit, si le 21 juillet, il ne se passe rien, eh bien, on pourra toujours faire appel au Parti socialiste pour faire avancer les choses. Alors aujourd'hui, il y a un nouveau gouvernement wallon, sans le PS, mais par contre, à Bruxelles et en Fédération Wallonie-Bruxelles, toujours rien. Alors, est-ce que le PS est encore un recours ou bien est-ce que vous êtes hors jeu? Alors, au niveau de Bruxelles, du gouvernement de notre région, mais 5 des 6 partis qui forment ce gouvernement disent « mais enfin, tout va bien ici. On est bien ensemble, on a fait bouger le cocotier, on a lancé des grands projets, c'est un gouvernement stable, et donc on reste, c'est ce qu'on entend, pas à n'importe quelle condition. Regardez, par exemple, des filles avec Écolo et Groen ont dit on veut un renouveau éthique, et on a pu dire tout de suite, il n'y a aucun souci. Ils ont envie qu'on continue à travailler sur la gouvernance, il n'y a aucun souci. Mais pour le reste, 5 partenaires disent on veut continuer. Le CDH, il est divisé. Une partie du CDH dit évidemment, on continue. Une autre partie dit pas question. Donc le CDH, à la limite, qu'il se décide. Mais pour le reste, le gouvernement est bien là, il continue sa route. Mais du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le défi a proposé toute une série de mesures, et en disant, voilà, maintenant, qui va s'asseoir à la table de discussion avec nous pour faire ce gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Est-ce que le PS va répondre positivement à cette demande d'Olivier Minguin? Alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que dans la démarche d'Olivier Minguin, ce n'est pas une démarche de dire avec qui je vais, avec qui je ne vais pas. C'est voilà toute une série de priorités qui sont les miennes, donc dans le débat d'idées, dans le débat des projets. Et moi, si je suis amenée en quelque sorte à participer à ce gouvernement, j'ai envie de retrouver mes billes, c'est-à-dire mes idées et mes projets. Voilà. Donc nous, ce que nous avons fait, nous n'avons pas la main à la Fédération de Wallonie-Bruxelles. Nous avons déjà eu des contacts avec des filles en disant, voilà, quelque chose comme 95%, il n'y a pas de problème sur les propositions qui sont présentées. D'autres, il faut peut-être un peu encore en discuter et creuser. Voilà, nous l'avons fait ça très simplement, de manière constructive. On va voir ce que font les autres formations. On avait l'impression que vous aviez un peu vous-même débloqué la situation en disant que le décret inscription, il fallait revenir dessus. Oui, et ce n'était pas nouveau. Moi et d'autres, d'ailleurs, au niveau socialiste. Pourtant, le PS y tenait très fort. Oui, mais comme pas vous, il était ça au départ. Oui. Au départ, c'était une transparence dans les inscriptions. On voulait savoir si ce n'était pas trop à la tête du client. Et il fallait donc vérifier quand même qu'il n'y avait pas des discriminations pour l'inscription. Mais c'est devenu quoi? C'est devenu une carte scolaire par quartier, presque. Et
on voit qu'en même temps, on dit que c'est pas bien de ne pas avoir de mixité sociale, c'est pas bien d'avoir une politique communautariste qui enferme les gens, et notamment les jeunes, dans leur quartier. Et le décret inscription, il fait ça. Alors vous avez des jeunes qui vivent dans leur quartier, qui ont toujours vécu là, et qui ne savent même pas aller dans d'autres communes parce qu'ils sont enfermés par le décret inscription. Mais la solution, c'est quoi? C'est amener les jeunes de Molenbeek en bus dans des écoles à Uccle? Non, c'est de laisser beaucoup plus de liberté d'une part au niveau scolaire, donc de ne pas être enfermé dans, dans son quartier, mais d'autre part de l'accompagner avec toute une série d'autres propositions. Je vous en donne une pour laquelle j'ai déposé une proposition au niveau fédéral. C'est le service civil volontaire. C'est de permettre finalement à ce que des jeunes, effectivement, qui habitent Uccle ou Molenbeek, connaissent les autres communes de leur région. C'est vraiment qu'il y ait une ouverture culturelle, une ouverture sociale aux autres. C'est ça qui empêche finalement la peur de s'installer et l'agressivité de s'installer. Alors, quelques petites questions très rapides. D'abord sur Bruxelles, votre casquette bruxelloise. Est-ce que le PS bruxellois est encore KO après ce qui s'est passé avec le SAMU social? Ou est-ce que vous avez l'impression que vous avez relevé la tête? Je trouve qu'on a pris les décisions tout de suite, comme vous le savez. Dès que l'affaire a été connue, les décisions ont été prises avec des exclusions, avec des démissions. Donc la page est tournée. Et dès lors, maintenant, on attend bien entendu les conclusions de la commission d'enquête, c'est important. Mais pour nous, la page se tourne. Allez-vous punir le CDH lors des prochaines élections communales? Je ne suis pas dans cette perspective de faire des petits jeux comme ça, de punition ou pas. Je crois qu'il faut travailler dans l'intérêt de la population et pas dans une vendetta. Dernière question bruxelloise. Le buste d'Yvan Mayer à Bruxelles, 11 000 pétitionnaires sont contre. Qu'est-ce que vous dites? Ce que je n'aime pas, ce qui se passe pour le moment, c'est les personnes qui continuent à vouloir une multiplication des sanctions. Il y a eu un fait qui a été sanctionné. Et la sanction, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a été radicale. Alors maintenant, vouloir la double, la triple, la quadruple peine, il faut que ça s'arrête, tout simplement. Alors, parlons du Parti socialiste. Sondage ce matin dans Sud Presse, des électeurs du PS qui ont été sondés. Un tiers ne fait plus confiance à Di Rupo. Tout à l'heure, vous disiez il faut des jeunes, je vais faire émerger un jeune ou une jeune à un de mes postes. Est-ce qu'il faut changer de président? Mais le président, il a été élu par les militants au suffrage universel. Et son mandat se termine en 2019. Or, vous savez, c'est incroyable. On a l'impression d'être dans une série à chaque fois. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il ne va pas rester? Moi, je suis une fan de séries. Je regarde énormément de séries télévisées. Mais j'aime pas les séries où il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui se passe. Helios est notre présent et probablement, c'est les militants qui décideront, mais probablement, Paul, ce sera notre avenir. Et les deux s'entendent très bien. Alors qu'on arrête avec ça. Helios est pour le moment dans quelque chose de très important, le chantier des idées, qu'on le laisse sereinement marquer son empreinte au niveau du PS avec le nouveau programme idéologique. Donc, je retiens que savoir qui est le président ou le futur président, c'est une mauvaise série. C'est ça que vous dites. C'est exactement ça. Alors, parlons de ce chantier des idées. Donc, il y a, au bureau, vous avez adoubé un texte, approuvé un texte. On a pris acte. Oui, pris acte. Et vous avez ce soir encore une réunion là-dessus ou je me trompe? Non. Bon, il y a encore un grand congrès prévu dans quelques mois. Je vous explique. Oui. C'est que donc, nous avons reçu un texte très important au bureau du parti. On en a pris acte. On n'est pas du genre à dire « Ah, il y a un texte devant nous, on est d'accord ». Non, c'est une démarche participative. Donc, à partir de maintenant et jusqu'au 26 novembre, c'est les militants, mais avec une volonté d'ouverture, de prendre des experts, de prendre des personnes qui sont intéressées dans la discussion pour voir si on est d'accord ou pas avec les propositions, de les amender éventuellement, ou de proposer de nouvelles propositions. Moi-même, je déposerai probablement des propositions supplémentaires. J'en amenderai d'autres. Donc, c'est vraiment une démarche participative et très, très ouverte. Alors, vous aviez dit le 21 août, ce sera le nouveau PS. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte qui était acté? Mais il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Par exemple, la semaine des 4 jours,
comme référence l'écosocialisme, comme référence toute cette volonté, par exemple, de mettre fin aux énergies fossiles dans ce pays. Tout ça est vraiment très important. Il y a des choses qui manquent. Quoi? Par exemple, au niveau de l'emploi, bon, il y a la semaine des 4 jours, que j'aime vraiment beaucoup. Il y a la fin de la dégressivité sur les allocations de chômage, c'est bien. Mais moi, j'ai envie aussi qu'on change de paradigme. Au niveau idéologique, qu'on cesse de dire, et culturellement, beaucoup de personnes disent ça, que si les chômeurs sont au chômage, c'est de leur faute. J'en ai ras-le-bol d'entendre ça. Je préférais qu'on retourne la situation et qu'il y ait une responsabilité des pouvoirs publics pour éradiquer le chômage. Figurez-vous qu'on le fait, notamment à Bruxelles, avec la garantie emploi jeune, qui fonctionne pendant 50 mois consécutifs, depuis 50 mois. Chaque mois, le chômage des jeunes diminue. Pourquoi? Parce que les pouvoirs publics, en collaboration avec le privé, disent « j'ai la responsabilité de vous offrir un emploi, un stage ou une formation ». Ça marche du tonnerre, c'est une grande réussite du gouvernement bruxellois. Pourquoi ne doit-on pas élargir ça à toutes les catégories d'âge, de chômeurs, en commençant par exemple par les chômeurs de longue durée? Pourquoi ne pas dire que c'est une responsabilité des pouvoirs publics en collaboration avec les entreprises privées de faire en sorte qu'il n'y ait plus de chômage? Ça, je trouve que c'est un paradigme, un nouveau paradigme qu'on ne retrouve pas dans le texte tel que je l'ai vu, en tout cas les 123 propositions. Et donc, c'est un genre de proposition que je 124e proposition par exemple, de Laurette Onkelings. Et des précisions aussi, on propose qu'il y ait une nouvelle sécurité sociale en incluant l'écologie, c'est-à-dire le risque écologique. Je pense que nous devons, avec des experts, être beaucoup plus précis. Qu'est-ce que ça signifie exactement, même si le concept est beau? Donc, avoir des précisions, changer certaines propositions et en amener d'autres. Et alors, on retrouve le vrai et le beau débat politique. On n'est plus dans « Oh, moi, j'aime pas tel parti, non ». Enfin, on n'est plus dans cette horreur, finalement. On est dans le beau, grand débat d'idées. Et ce pourquoi les partis existent, c'est-à-dire faire des propositions et les transformer en réalité. Et après, parfois, accepter de les discuter avec d'autres partenaires qui n'ont pas toujours les mêmes idées. C'est une évidence. Très bien. Laurette Onkelings, dernière question. On a l'impression que le mot écosocialiste est arrivé un petit peu comme ça sur la table, tout récemment avec le livre d'Elio Di Rupo. C'est quoi un écosocialiste? Est-ce que vous êtes écosocialiste? C'est se dire que le socialisme, qui est une solidarité, finalement une justice sociale, qui est un progrès, c'est-à-dire essayer d'avoir toujours mieux pour le plus grand monde, le plus grand nombre de personnes, voilà, j'y arriverai, c'est de se dire que ça n'a aucun sens si la question écologique n'est pas là. C'est-à-dire, si on ne se dit pas, mais comment faire en sorte que ce monde existe toujours pour les générations qui viennent? Et donc, ce concept-là général doit intégrer, doit influencer absolument toutes les politiques. Et donc, c'est rouge-vert, c'est ça, c'est avoir toujours la pensée écologique en même temps que la pensée socialiste. Vous savez, la première fois que je suis devenue ministre, j'étais ministre notamment de l'Environnement, j'étais au premier sommet de la Terre. Voilà, et donc c'est quelque chose qui est très important pour moi. Très bien, merci Laurette Onkelings, on en reparlera certainement demain. Je recevrai Joël Maison. Bonne soirée.